Mais Philippe Dufour est coordinateur, donc qui est présent ici, est coordinateur scientifique à RAGT et il est en charge des évolutions technologiques et des équipes de support à la sélection variétale. Et il y a clairement une évolution technologique qu'il faut évidemment apprivoiser. Et Philippe Heilmann, qui sera dans la vidéo, est professeur au sein du département de biométrie et de génétique des populations de l'université Justus Liebig de Gießen, en Allemagne. Et ses recherches portent, lui, sur l'utilisation des techniques d'apprentissage automatique par la prédiction génomique. Donc on est ici dans l'IA générative et donc on va vous écouter et visionner la vidéo. Très bien, je vous remercie pour l'invitation. Donc Philippe Dufour, RAGT, 2N, donc la partie du groupe RAGT dédiée à la création variétale. Nous sommes à peu près 500 personnes dédiées à la recherche et RAGT 2N inscrit environ 300, enfin travaille une quarantaine d'espèces de grandes cultures et inscrit chaque année environ 300 nouvelles variétés au catalogue officiel. Et donc, pour moi aussi, c'est un grand plaisir d'être ici. Et c'est aussi la première fois. Je m'étais échappé une première fois lors d'un colloque précédent où j'avais été invité par André Gallet. J'avais fait ma présentation par visio. Et donc, du coup, André Gallet et Michel Dron ont essayé de me rattraper une nouvelle fois pour venir ici en me posant ce sujet très sympathique et très complexe. Qu'est-ce que l'IA peut apporter ou a apporté en sélection variétale? Et comme je ne suis pas un spécialiste de l'IA, effectivement, j'ai fait appel à un ami pour venir m'aider à expliquer de façon plus complexe la complexité de l'IA et ce qui va se passer dans les prochaines années. Alors, est-ce que ça marche? Ça ne marche plus. Ah, ça y est, c'est bon. Bon, donc je vais enfoncer des portes ouvertes. Je vous prie de m'en excuser par avance. Il y a plein de spécialistes dans la salle. Mais effectivement, le métier de la sélection a énormément évolué depuis plus d'une trentaine d'années, comme il a été expliqué précédemment, par l'utilisation de nombreuses informations de génotypage, de séquençage, d'analyse de plantes au niveau des maladies, des insectes, de données biochimie, la prise en compte des environnements et des pratiques culturelles, l'envirotyping, et aussi au niveau de la gestion des données, de leur analyse, par ce qu'on appelle aujourd'hui des data scientists, et aussi l'analyse au niveau informatique. Et la question de savoir comment l'intelligence vient changer le jeu ou pas. Donc ça, c'est ma frise de l'évolution, de l'amélioration des plantes, c'est ma frise personnelle. J'espère ne vexer personne, mais pour moi, il y a deux dates extrêmement importantes. C'est la publication de la sélection génomique en 2001 par Mewisen et al. Qui a jeté les bases de la prédiction en création variétale. Et on va en reparler. Et ensuite, le triangle de Crossa, c'est comme ça qu'on l'appelle, publié en 2021, qui effectivement souligne l'importance d'utiliser des données, pas simplement de génomique, mais comme Romain l'a expliqué précédemment, des données de phénotypage de qualité et des données d'environnement. Donc les changements majeurs, c'est les volumes de données et la qualité des données sur le phénotypage haut débit. C'est bien sûr les données moléculaires avec des volumes extrêmement importants. Pour une société comme RAGT, c'est plusieurs milliards de données par an générées en génotypage. C'est demain le séquençage des génomes. Et c'est toutes les données environnementales. Et on peut se poser la question, effectivement, avec l'augmentation des puissances de calcul, comment l'intelligence artificielle va changer le jeu. Est-ce que c'est une nouvelle révolution à venir dans notre domaine d'activité? Alors, la sélection génomique, effectivement, c'est le game changer des dernières années au niveau de la sélection. Pourtant, les équations de départ sont assez lointaines. En 1937, Luch, où il montre que le gain génétique, c'est en fait surtout du temps. C'est aller plus vite dans les cycles de sélection.
Et ce qu'apporte la sélection génomique, en permettant de la prédiction sur la base de données moléculaires, de phénotypage, c'est de permettre de diviser par 2 le temps pour aller à l'inscription d'une variété. Le schéma classique à gauche, le schéma de la sélection génomique à droite. Donc on va 2 fois plus vite sur certaines espèces pour inscrire des variétés. Et surtout, on réduit en gros sur certaines espèces par 4 le temps pour recroiser, alors j'ai pas de petites flèches, mais pour recroiser les lignées qu'on développe et refaire des croisements, on divise le temps par 4. Donc c'est une accélération incroyable du gain génétique et c'est surtout un changement de la structure même des schémas de sélection qui s'est opéré ces dernières années. Donc je vais vous montrer 2 exemples de predictive breeding. Attendez, je vais remettre le chronomètre, ça ira mieux. Le premier, c'est que par la sélection génomique, des modèles faits à partir de JBLUP, on est surtout capable de évaluer, simuler tous les croisements de départ que peuvent faire les sélectionneurs. Donc c'est absolument incroyable parce qu'on est capable de simuler la variance générée par les parents, on est capable de moduler le nombre d'individus nécessaires pour atteindre les objectifs de sélection. Et puis on est aussi capable de générer des stratégies d'introduction de diversité génétique. On a un travail qui a été fait au Moulon récemment avec une thèse d'Antoine Allier, Laurence Moreau et Alain Charcosset sur ce sujet. Surtout les sélectionneurs aujourd'hui ont des indicateurs, ont des compteurs pour pouvoir gérer leur problème de sélection et accélérer ou ralentir en fonction de la diversité génétique disponible et du gain génétique qu'ils veulent faire. Donc ils ont des compteurs où ils peuvent, surtout tout partie de leur problème de sélection, accélérer pour faire du gain génétique au détriment de la diversité, tuant la diversité, ou au contraire n'introduire que de la diversité sans faire beaucoup de progrès génétique, ou essayer de manager les deux. Donc ça, c'est le premier exemple que permet les modèles prédictifs et la sélection génomique. Le deuxième exemple, c'est le test de combinaison hybride. Donc avant, si vous voulez, on développait des lignées, puis on crée nos hybrides et on les testait dans les champs. Aujourd'hui, on peut en créer, on les teste dans des facteurs, dans des designs spécifiques factoriels, et ça veut dire qu'on est capable de simuler les autres. Donc vous créez 1500 hybrides, vous pouvez en simuler 100 000. Et donc c'est une puissance incroyable pour développer des produits et aller à l'inscription au marché. Et donc on a aussi une thèse qui a été réalisée avec RGT, par Alizarine Lorenzi, aussi au Moulon, avec Alain Charcosset et Laurence Moreau sur ce sujet, si vous voulez avoir un peu plus d'informations. Et donc, la prédiction génomique, les modèles de sélection génomique changent la donne au niveau de la sélection. Enfin, moi, si j'étais 20 ou 30 années en arrière, je serais très heureux de commencer à travailler en sélection, d'être un jeune sélectionneur, parce qu'ils ont des outils absolument incroyables pour faire du gain génétique, pour manager leur programme de sélection. Alors, comme il a été dit précédemment, on fait des modèles. Et les éléments clés, c'est bien sûr la donnée. La donnée est centrale, sa volumétrie, et aussi la qualité de la donnée. Et donc, on va vers des notions de société qui deviennent des sociétés data-driven, où la donnée et son analyse va influencer les décisions. Et bien sûr, ensuite, les algorithmes. Les algorithmes sont très importants. Alors, on utilise du GBLUP, et puis après, il y a des gens qui commencent à tester effectivement des algorithmes d'intelligence artificielle beaucoup plus complexes, de machine learning, de deep learning. Donc, vous avez un joli papier dans les murs en 2024. Et comme je ne suis pas spécialiste du sujet, j'ai préféré effectivement demander à Philippe Hellmein de nous rejoindre. J'ai fait appel à un ami, et donc il est allemand, il travaille à l'université de Gießen dans le groupe de Matthias Fritsch, et il a fait sa thèse sur le machine learning pour la prédiction génomique. Et donc je trouvais intéressant de vous faire écouter son discours, qui est un peu particulier, un peu différent de ce que j'avais attendu précédemment. Philippe Hellmein n'est pas français, il ne parle pas français, mais vous allez voir que grâce à l'intelligence artificielle, on fait des choses très sympathiques.
Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Heilmann de l'Université de Gießen en Allemagne et je suis très heureux de vous parler aujourd'hui des perspectives d'avenir de la prédiction génomique. La prédiction génomique est donc assez courante aujourd'hui dans la plupart des entreprises de sélection végétale de taille moyenne, du moins dans leurs principaux programmes de sélection. Et la question est, à quoi ressemblera cette prédiction génomique dans 10 ans? Et je pense qu'elle sera basée, sous une forme ou une autre, sur l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle. À quoi cela ressemblera exactement? Je ne le sais pas. Mais je le pense parce que nous voyons, dans de nombreux autres domaines de recherche, que cela fonctionne vraiment très bien. Et il y a beaucoup de réussites dont on peut lire dans les actualités. Et je ne vois vraiment pas de raison pour laquelle la prédiction génomique devrait faire exception à cela. Au contraire, je pense que l'IA est en réalité un très bon outil pour nous parce qu'elle est très performante pour modéliser les interactions non linéaires entre les variables, et c'est justement quelque chose avec lequel nous avons souvent du mal. Et je pense qu'au moins en théorie, c'est une très bonne opportunité de résoudre notre problème, au moins en partie. Et troisièmement, elle utilise les données que les lecteurs utilisent déjà. Donc, nous n'avons pas besoin de changer notre façon de penser ou de changer notre manière de travailler. Nous devons simplement trouver une nouvelle façon de faire fonctionner ces modèles, mais nous n'avons pas à repartir de zéro. Donc, une fois que nous l'avons, nous pouvons l'implémenter facilement. Maintenant, bien sûr, cela semble formidable en théorie, mais en pratique, malheureusement, les résultats ne sont pas encore si bons. Donc, j'ai ici un petit exemple de ce à quoi ressemble une étude typique de prédiction génomique. Celle-ci est un peu ancienne, mais elle reste représentative. Les détails ne sont pas si importants, mais toutes les colonnes correspondent à différents algorithmes et toutes les lignes à différentes espèces et différents caractères. Et la première colonne est AA-BLOP, qui est une norme industrielle et qui existe depuis plus de 20 ans. Et maintenant, je vais retirer tout ce qui n'est pas meilleur que notre norme industrielle. Et vous pouvez voir, ça fait pas mal et les résultats sont très variés. Donc on peut apparemment constater que le succès des algorithmes standards d'apprentissage automatique dépend de l'espèce et du caractère. Ça fonctionne pour certains et pas pour d'autres. Et il n'y a pas de vainqueur évident. Pour certaines combinaisons de caractères et d'espèces, l'apprentissage automatique est meilleur, mais il semble que nos standards industriels restent assez robustes et très compétitifs. Donc aucun algorithme n'est systématiquement le meilleur, et on peut le constater dans pratiquement toutes les études comparatives. Alors comment gérer cela? Je pense qu'il y a quelques problèmes que nous devons aborder, et j'ai aussi quelques idées sur la façon dont nous pourrions éventuellement les résoudre. Mais bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Tout d'abord, un problème que je pense que nous devons affronter, c'est que nous ne savons pas vraiment pourquoi nos modèles ne fonctionnent pas ou pourquoi ils fonctionnent. Donc, bien souvent, nous appliquons simplement ces algorithmes et nous les comparons à d'autres, et puis c'est tout. Mais je pense que nous devons aller un peu plus loin et nous devons fournir plus d'efforts pour examiner s'il existe des motifs dans les données et les relier au succès ou à l'échec de nos modèles afin de mieux les comprendre. Malheureusement, je pense que certaines publications présentent quelques lacunes, ce qui est probablement dû au fait que c'est un sujet très récent et que les sélectionneurs de plantes ne sont pas des informaticiens. Et les évaluateurs, les superviseurs et les universités ne sont pas non plus très familiers avec le sujet. Donc, je pense que nous avons besoin d'une évaluation par les pairs et d'une supervision un peu plus rigoureuse. Mais je crois que ce problème se résoudra de lui-même avec le temps, une fois que les gens seront plus familiers avec le sujet. Et enfin, bien sûr, même si nous comprenons pourquoi notre modèle ne fonctionne pas, nous avons toujours le problème qu'il ne fonctionne pas. Donc nous devons trouver un moyen pour que ces modèles offrent des performances constamment bonnes. Et je pense qu'un développement très intéressant, c'est l'utilisation d'ensembles de modèles, ce qui signifie que nous prenons différents algorithmes et que nous entraînons plusieurs modèles pour chaque algorithme. Et puis, au-dessus de tous ces autres modèles, nous entraînons un nouveau modèle qui prend les autres modèles comme entrée. Et l'idée, c'est que ce nouveau modèle apprend maintenant à compenser les faiblesses des modèles individuels afin que nous ne conservions que leurs points forts. Et cela aboutit généralement à des prédictions plus stables et aussi meilleures. Il y a d'ailleurs beaucoup de recherches en cours sur ce sujet et je trouve cela très intéressant. Mais bien sûr, la véritable star de l'IA, c'est le deep learning. Et toutes les histoires de réussite dont on entend parler sont généralement des succès du deep learning. Et en dehors de la modélisation non linéaire, je pense que le plus grand avantage du deep learning
et la multimodalité, ce qui signifie que nous pouvons combiner tout type de données, images, scans, 3D, données génétiques, dans un seul et même modèle. Et maintenant, ce modèle peut apprendre toutes les interactions possibles entre ces différentes données. Et bien sûr, il existe de nombreux cas différents où nous pouvons appliquer cela. Je pense que deux cas très importants sont tout d'abord la modélisation des interactions génotypes par environnement. Beaucoup d'articles récents montrent que la prédiction est passée de la simple prédiction de la valeur génotypique d'un génotype à la prédiction des valeurs des génotypes dans des environnements cibles, donc des prédictions spécifiques à l'environnement. Et puis, bien sûr, nous avons aussi les approches multi-omiques. Ainsi, nous pouvons combiner le transcriptome, la protéomique, les données du génome, tout cela dans un seul modèle et modéliser ou mieux décrire ce qui se passe réellement dans la plante. Et cette combinaison de différents types de données est quelque chose de nouveau pour nous. Et nous ne pouvions pas faire cela auparavant. C'est l'un des grands avantages. Donc, bien sûr, tout cela semble vraiment intéressant. Mais si vous regardez dans la littérature, ceci est une revue de l'année dernière, il n'y a en fait pas tant de publications que ça. Et ces publications essaient toutes sortes d'architectures d'apprentissage profond, mais un problème qu'elles rencontrent, c'est qu'elles ne les comparent pas vraiment à nos standards. Et seulement 2 de ces études comparent réellement l'apprentissage profond à un modèle standard comme GBLUP. Et si vous regardez l'un de ces articles, on constate malheureusement que le GBLUP reste assez performant. Donc, peu de ces autres modèles et architectures parviennent à surpasser nos modèles standards. Donc, nous sommes toujours confrontés au même problème qu'auparavant. Il y a aussi un exemple proéminent issu de la compétition de prédiction Genomes to Fields, qui était une compétition organisée en ligne où des équipes pouvaient construire des modèles à partir d'un immense jeu de données publiques avec 5000 hybrides et de nombreux environnements uniques. Des données génétiques étaient également fournies et l'équipe ayant obtenu la plus faible erreur de prédiction a remporté la compétition. Et l'équipe qui a gagné la compétition, eh bien, elle a utilisé le GBLUP. Ils ont utilisé un ensemble qui était principalement basé sur le GBLUP. Donc, encore une fois, nos nouveaux modèles d'apprentissage profond ne semblent pas aussi performants que nous l'espérions. Donc la question, bien sûr, c'est pourquoi ne fonctionnent-ils pas comme nous le pensions? Je pense qu'il y a quelques défis auxquels nous sommes confrontés. Tout d'abord, certaines personnes disent souvent, ou certains disent, que nous avons trop peu de données en sélection végétale comparée à d'autres domaines de recherche où ces méthodes fonctionnent bien. Et je pense que nous devons trouver nos propres solutions à ce problème. Donc, en général, nous nous contentons de copier ce que font les autres, et je pense que nous devons trouver des solutions spécifiques à la sélection végétale qui puissent gérer ces tailles de données limitées. Mais il y a aussi d'autres personnes, comme Ben Hayes, qui ont proposé que des entreprises de taille moyenne pourraient également mettre en commun leurs ensembles de données de manière anonyme, puis utiliser ces grands ensembles de données mutualisés pour entraîner leur modèle afin que tous puissent en profiter ensemble. Ce ne sont là que 2 approches possibles à ce problème et je voudrais aussi vous donner matière à réflexion. Notre cas est-il vraiment si inhabituel? Parce que si vous regardez les entreprises qui appliquent avec succès l'apprentissage profond, par exemple, j'ai ici Spotify ou Amazon, eh bien, elles ont aussi des millions d'utilisateurs, mais également beaucoup de produits et de chansons. Et si vous réfléchissez au nombre de chansons que vous pouvez écouter et au nombre de produits que vous commandez dans votre vie, alors vous ne rencontrerez probablement jamais 99,999% de toutes les chansons ou produits qu'ils proposent. Donc les données qu'ils possèdent sont en réalité assez clairsemées, il y a beaucoup de zéros, et pourtant ils parviennent quand même à créer des applications d'intelligence artificielle performantes. Il est donc possible de gérer ces ensembles de données extrêmement clairsemés. Peut-être que nous pouvons apprendre une chose ou deux de leur façon de faire. Ensuite, bien sûr, nous avons le problème que tous ces algorithmes d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond sont plus ou moins des boîtes noires, donc pas vraiment interprétables, et les sélectionneurs de plantes n'aiment pas les boîtes noires. Ils aiment généralement savoir ce qui se passe à l'intérieur de leur modèle et pourquoi ils devraient choisir ou non un génotype. C'est un gros problème, et malheureusement, il n'existe pas de solution pour l'instant. Mais je pense aussi qu'il est toujours judicieux de regarder ce que font les spécialistes de la génomique humaine. Car pour les humains, il est bien sûr aussi très important que les modèles soient interprétables.
et ils ont généralement un peu d'avance sur nous. Et l'intelligence artificielle explicable en général devient un sujet majeur, donc nous devrions simplement suivre cela de près. Donc maintenant, la question est, il semble que ça ne fonctionne pas, que cela demande beaucoup d'efforts, sans résultat. Il n'y a pas de révolution dans la prédiction génomique. Pourquoi devrions nous-mêmes nous en préoccuper? Et je ne suis pas si pessimiste à ce sujet. Je crois toujours que ce n'est que le début. Vous avez vu dans la revue qu'en réalité, il n'y a pas encore beaucoup de recherches menées, donc c'est tout au plus superficiel et il est bien trop tôt pour tirer une conclusion définitive. Ensuite, nous ne savons pas vraiment comment cela fonctionne concrètement dans les programmes de sélection, car il n'existe pas de littérature publique sur les implications réelles dans les programmes de sélection. Je sais que certaines entreprises le font, mais elles ne le publient pas. Donc, nous ne savons toujours pas vraiment comment cela se passe en réalité. Et en théorie, cela reste notre meilleure opportunité ou notre meilleure chance de modéliser les interactions non linéaires, et nous n'avons pas beaucoup d'alternatives pour l'instant. Bien sûr, nous en avons quelques-unes, mais c'est simplement une manière très prometteuse de traiter ce problème. Donc, je pense que les sélectionneurs de plantes sont généralement assez patients. Si vous regardez le rendement de nos plantes, nous l'augmentons d'environ 1% chaque année. Mais si l'on regarde quelques décennies en arrière, on voit que nous avons parcouru un long chemin et l'augmentation du rendement est en réalité énorme. Et je pense aussi que si nous améliorons un peu nos modèles chaque année, alors si nous regardons en arrière en 2035, nous verrons également une énorme augmentation de la précision des prédictions que nous aurons atteintes grâce à de petits pas incrémentaux. Et c'est pourquoi je suis assez optimiste. Je pense simplement que nous devons trouver de nouvelles solutions à nos problèmes spécifiques à la sélection végétale. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Alors merci beaucoup pour votre attention et merci pour cette opportunité. Je vous souhaite une très bonne conférence et profitez bien de votre temps sur place. Donc, merci Philippe pour cette intervention que je trouve très intéressante. Effectivement, il n'y a pas lieu de désespérer. On en est au tout début de l'implémentation de modèles plus complexes d'intelligence artificielle à nos données. Mais effectivement, il a abordé deux sujets que je trouve intéressants, dans lesquels ces modèles peuvent s'appliquer, de mon point de vue. Le premier, bien sûr, des sujets plus complexes, parce que les données sont plus complexes et les interactions beaucoup plus difficiles à évaluer. C'est le premier point, c'est l'évaluation des effets environnementaux et des interactions génotype-environnement. Alors j'ai mis G croix E, croix M pour rajouter à la partie management, changement des pratiques culturelles. Parce que la dernière fois que je suis venu faire un talk en visio, je me suis fait un petit peu attraper, j'avais pas sorti le mot agroécologie, donc voilà, j'ai mis management des essais. Mais en tout cas, oui, effectivement, les algorithmes machine learning doivent nous aider à développer des modèles qui nous permettent de lier ces conditions environnementales, la génétique et d'autres facteurs. Les modèles de culture doivent nous aider à mieux comprendre les traits des plantes qui sont impliqués pour résister à un certain nombre de stress qu'elles rencontrent au cours de leur cycle de culture. Donc vous avez un joli papier de Kahn et al. En 2022 qui explique comment l'intelligence artificielle peut aussi aider à faire évoluer les modèles au niveau des plantes. Et donc voilà, la question, est-ce que l'IA va permettre de nous aider à réconcilier les généticiens et les agronomes, finalement. Bien sûr, en utilisant les modèles de culture, on peut identifier les covariables environnementales, on peut les associer à de la prédiction génomique pour mieux prédire la performance des plantes dans différents scénarios culturaux. Et puis, effectivement, prédire la stabilité des plantes pour avoir des variétés mieux adaptées. Alors, ce qu'on sait faire, ici en bas en vert, c'est qu'on sait bien prédire les individus dans des environnements connus. Ça, on sait faire. On sait prédire des nouveaux individus dans des environnements connus. Ça aussi, on sait faire. Ce qui est un peu plus dur demain, aujourd'hui, c'est de prédire des individus connus dans de nouveaux environnements. Et le Graal serait de prédire des nouveaux individus dans des environnements nouveaux. Donc, effectivement, on espère que l'intelligence artificielle va nous aider vers cet objectif pour développer des variétés en fonction et de les positionner dans des lieux
chez les agriculteurs en fonction des fréquences de stress ou des occurrences de stress rencontrées, en fonction des sols, en fonction d'un certain nombre d'informations qui nous permettront de leur proposer les variétés les plus adaptées. Le deuxième sujet, c'est le sujet ohmique. Donc l'amélioration des plantes, pour moi, depuis plus de 25 ans, c'est les deux faces d'une même pièce. On a parlé surtout de la partie boîte noire, on va dire, génétique quantitative, et comment les modèles nous aident à gérer des caractères complexes et à faire du progrès génétique. Mais bien sûr, depuis les années 2000, la génomique a pris un essor avec la volonté, par le séquençage, l'arrivée du séquençage, avec la volonté de trouver les gènes qui déterminent les caractères des plantes. Et donc, effectivement, on pense tous qu'il y a plein de papiers qui sortent, que l'intelligence artificielle va impacter très fortement le domaine de la bioinformatique, permettant de mieux comprendre les génomes et d'intégrer tous les niveaux ohmiques. Comme sur la figure de droite, vous avez les deux cases rouges, c'est ce qu'on fait quand on fait la prédiction génomique. On compare les ADN, le polymorphisme de l'ADN avec des données phénotypiques, et bien, avec l'intelligence artificielle, effectivement, on va pouvoir intégrer tous ces différents niveaux, la transcriptomique, protéomique, métabolomique, et explorer les génomes. Et donc, c'est bien, l'idée étant bien de chercher des gènes candidats, de caractériser des réseaux de gènes, des relations épistatiques. Je pense que l'orateur suivant va expliquer un peu ce sujet. Et pourquoi pas regarder aussi prédire, examiner des patterns de méthylation d'ADN. Donc plein de choses qu'on va pouvoir faire en bioinformatique. Il y a aussi un chouette papier de Peng et Raju l'année dernière sur ce sujet. Et enfin, je pense aussi que ça va permettre d'aller chercher des variants alléliques dans les ressources génétiques. Je vais vous montrer ensuite comment. Et puis, il y a aussi une application en gene editing, puisque l'intelligence artificielle va nous aider aussi à designer les primers, les amorces pour pouvoir faire les mutations dans les gènes où l'on veut. Et donc un exemple que je trouve, pour moi génial, c'est une publication l'année dernière de plantes caduceus par une équipe qui travaille avec Ed Buckler aux États-Unis. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé un modèle de deep learning qui, en fait, apprend en lisant les séquences d'ADN et il apprend à repérer des motifs le long des chromosomes. Et donc, ils ont entraîné leur modèle sur 16 génomes d'angiospermes et ils se sont amusés à essayer d'expliquer, de recoder, d'annoter le génome d'Arabidopsis et du maïs, en essayant de trouver des mutations fonctionnelles qui étaient déjà connues. Et ça a super bien marché. Donc, ça veut dire qu'on a, par l'intelligence artificielle, des modèles qui permettent d'annoter des séquences de génomes. Alors, je me demande si ce n'est pas la fin du pangénome, quelque part. Mais ça veut dire que si on prend des espèces relatives ou des apparentés, par exemple de tournesol, et qu'on les séquence, et qu'on applique le modèle, on serait capable, théoriquement, d'annoter les génomes, de découvrir les séquences géniques, et aussi d'identifier des mutations qui changent les conformations de protéines. Donc aller directement identifier les allèles qu'on doit intégrer dans nos variétés élites. Donc, je trouve que c'est un papier extraordinaire, et je voulais le partager avec vous aujourd'hui. Donc, comme le disait Philippe, c'est juste le début, pour notre part. Il y a plein de publics qui sortent. J'ai fait une petite interrogation, intelligence artificielle et création variétale, plant breeding, dans PubMed. Donc, vous voyez que ça augmente légèrement. 158 publications cette année, ça va encore augmenter. Donc, j'ai mis quelques papiers que j'aime bien, mais il y en a une centaine ou 200 à lire chaque année. Et je suis en retard dans ma biblio, donc je ne vous ai pas fait un truc exhaustif. Et puis, il y a aussi des startups qui se lancent dedans. Et vous avez sans doute entendu parler de la dernière startup de Google qui s'appelle Heritable, qui se vante d'utiliser demain l'intelligence artificielle pour faire du progrès génétique et en tout cas augmenter le rendement de plantes de plus de 30%. Donc, publicité ou réalité. En tout cas, les enjeux sont là. Je suis, comme Philippe, incapable de vous dire ce qui va se passer dans les prochaines années.
Ce qui est certain, c'est que l'intelligence artificielle est un accélérateur, à la fois un facilitateur dans notre métier pour les prises de décision éclairées, mais aussi un accélérateur dans notre travail et dans l'évolution de nos programmes. Voilà pour aujourd'hui. Merci à Philippe, à nouveau, pour sa présentation. Comme il n'est pas là, si vous avez des questions directes, vous avez son adresse mail. Vous pouvez à la fois le remercier pour sa chouette présentation et aussi lui poser des questions directement par mail. Il serait très heureux de vous répondre. Merci Philippe. Alors, est-ce que vous avez des questions dans la salle et les micros et avant de poser la question, présentez-vous pour que ce soit un peu plus clair et qu'on vous connaisse mieux. Merci. Donc, bonjour, je suis Marie-Laure Martin, je suis directrice de recherche INRAE, statisticienne. Donc, merci beaucoup pour votre exposé, c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai une question, c'est que je m'aperçois qu'il y a des méthodes qui sont publiées, comme KDEUS, enfin, qui est dans BioArchive depuis 2024. J'ai d'autres exemples en tête. Et ces articles-là ne sont pas publiés dans des journaux. J'aimerais savoir si c'est parce qu'en fait, les résultats, enfin, comment ça se fait? Parce que si c'est vraiment si bien que ça devrait être publié. Ou est-ce que c'est parce qu'on est dans une période où on demande de plus en plus de vérifications et que les reviewers ne sont pas convaincus par les méthodes? J'ai du mal à savoir, en fait. Ou la troisième possibilité, c'est un changement de pratique dans les publications avec des voies différentes, avec des mises à disposition très rapides de travaux sans passer par ces comités de lecture de façon traditionnelle aussi. Il y a une tradition un peu, vous le savez, au niveau statistique, il y a une tradition de partager assez vite des algorithmes, des scripts, de façon assez libre. Et donc, c'est aussi une communauté qui échange beaucoup librement. Donc, c'est peut-être aussi, ça témoigne peut-être d'un changement de pratique aussi. Oui, merci Philippe, Pierre Deveau, Florimond Després. Oui, un des secteurs importants pour l'amélioration des plantes maintenant, c'est de faire du pré-breeding. Hein. Donc ça, c'est vraiment devenu important. Comment tu vois l'utilisation de l'IA dans le pré-breeding? Tu en as parlé un tout petit peu, mais sans vraiment rentrer dans le détail. Est-ce que tu penses que ça peut vraiment aider? Donc bien sûr, couplé à des études omics, et puis en parallèle au gene editing. Donc sur les approches classiques, on développe des approches de pré-bridging ou de bridging qui permettent finalement d'évaluer les effets des allèles des ressources génétiques en combinaison avec des élites dans des schémas un peu particuliers. Et les modèles d'apprentissage finalement prennent en compte ces effets alléliques lorsqu'on refait pour proposer des recroisements, pour pouvoir proposer l'utilisation de ces allèles. Donc c'est l'approche quantitative, je dirais. Et sur l'approche qualitative centrée au niveau des gènes, moi je pense vraiment que l'analyse des séquences avec des modèles de prédiction, d'annotation automatique, des outils qui permettent d'examiner en quoi la mutation change la conformation d'une protéine ou d'un allèle, va nous permettre d'aller beaucoup plus vite pour aller chercher les morceaux d'ADN qui nous intéressent dans les ressources génétiques. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on croisait des ressources génétiques, on générait plein de plantes, et comme le problème des breeders, c'est qu'ils n'aiment pas trop mettre de la diversité qui n'est pas adaptée, parce que ça fait baisser leur niveau agronomique. Et donc on est obligé de recycler le matériel de nombreuses générations pour garder la partie élite en introduisant quelques segments du génome donneur. En amélioration des plantes, on fait ça sur beaucoup de plantes depuis de nombreuses années. C'est le boulot du pré-breeder et du sélectionneur. Je pense que par ces approches, on va pouvoir aller directement au gène qu'on cible et simplement introduire ce gène ou ce nouvel allèle par des systèmes de backcross, par exemple.
Si. Généticien, chercheur, quand vous déposez un brevet ou une publication, quelle est la part de ces travaux qui apparaît et comment le reviewer va pouvoir évaluer ce travail? Alors moi, je vais botter en touche parce que RGT ne brevette pas. Et donc, éventuellement, on garde nos informations secrètes, les informations qu'on génère au sein de notre compagnie, et le modèle qu'on produit, on les garde bien entendu pour nous. Et puis lorsqu'on fait des travaux collaboratifs, et notamment avec des académiques, à ce moment-là, on publie le résultat des travaux. Donc en ce qui concerne mon groupe, c'est assez clair. Peut-être d'autres personnes dans la salle qui peuvent vous répondre comment ça fonctionne entre public. Vous avez des étudiants, ils ont besoin de papier. Donc on publie. Lorsqu'on a des étudiants, effectivement, on fait une collaboration avec un académique, comme le Moulon, et on publie la thèse et les résultats de nos travaux. D'accord. Peut-être qu'il y a des étudiants dans la salle qui veulent intervenir. Mais le brevet est aussi une publication, n'oubliez pas ça. Le brevet est une publication. Il y avait une question au milieu de la salle, là, oui. Bonjour, Guillaume Baucher, je travaille pour Terre de Liens, je suis sélectionneur. Merci de la présentation. Ma question est plutôt sur l'aspect rétroactif. 20 ans d'expérience sur la sélection génomique, ça correspond à 2 décennies. En temps climatique, ça correspond déjà à un peu de recul. Est-ce que vous percevez des évolutions positives ou négatives dans votre capacité à prédire vos programmes vis-à-vis des évolutions, des dérèglements climatiques saisonniers que vous pouvez rencontrer sur vos différentes stations? Oui, je pense qu'on est de plus en plus apte à comprendre dans un système mélangé. Il n'y a pas que la prédiction génomique, c'est aussi les modèles de culture qu'on peut associer à la prédiction génomique, bien entendu, c'est un ensemble. On est de plus en plus apte à comprendre l'occurrence des stress sur nos lieux d'essai ou au niveau de nos marchés, et de pouvoir designer des variétés qui vont y répondre spécifiquement. La difficulté, c'est que rien n'est homogène. Lorsque vous avez un marché, un champ, vous n'allez pas avoir le même stress chaque année au même moment. Et on est surpris ces dernières années, à la fois par la puissance ou l'impact des stress, mais aussi les fréquences tout à fait différentes, différents stress. Des années avec des stress froids précoces, des années avec des stress thermiques ou des stress hydriques tardifs. Rien n'est homogène et donc c'est assez difficile. Donc globalement, ce qu'on essaye de faire, c'est regarder l'occurrence des stress, comment ils reviennent, la fréquence à laquelle ils reviennent, pour développer des variétés qui sont résilientes, enfin, qui ont une certaine résilience par rapport à ces stress, globalement. Et les modèles nous donnent de l'information qui nous permettent d'être plus rapides et, je pense, plus efficaces pour dessiner ces variétés résilientes. Eh ben, merci au Philippe, encore une fois. Et on va passer à la dernière présentation pour ce matin avec Gabriel Crook. Gabriel Crook est directeur de recherche au CNRS à Montpellier et ses recherches se situent à l'interface entre la biologie et la modélisation. On va prendre un petit peu de hauteur, donc plus globalement sur l'IA appliquée au vivant en général. Et il est également cofondateur et CSO, Chief Scientific Officer, de la start-up Bionomics, qui s'intéresse à l'utilisation de l'IA pour l'environnement, l'agriculture et la santé. Donc c'est vraiment très vaste. Et il va nous expliquer comment l'IA révolutionne notre relation au vivant en général et peut contribuer à faire face du coup à certains défis. Merci beaucoup pour l'introduction. Merci pour l'invitation. Donc, comme ça a été mentionné, en effet, moi j'ai à peu près une double casquette. Je suis chercheur au CNRS à gauche. J'anime une petite équipe de recherche de 5 ou 6 personnes en moyenne qui s'appelle Systems. Et en même temps, de cette activité a émergé une société qui s'appelle Bionomics en 2020. Pareil, on est un petit groupe de 5 à 6 personnes qui fournissent des modèles d'intelligence artificielle, un peu comme ce que vous avez vu avant. Et donc aujourd'hui,
Je vais vous donner à la fois un contexte de la recherche que l'on fait dans mon laboratoire académique et aussi un certain nombre d'exemples de modèles qu'on développe pour les privés et aussi pour des labos publics en collaboration et en partenariat via la société. Donc, dans un premier temps, je vous donne une introduction assez générale sur l'activité du laboratoire et puis après, on va rentrer dans le détail des différentes activités d'IA qu'on développe. Et vous verrez qu'il y a en gros 2 éléments importants qu'il faudra que vous reteniez. C'est qu'on a travaillé beaucoup sur le design de protéines et de peptides. Donc, je vais vous montrer ça de manière assez extensive. Et aussi, on a parlé beaucoup ce matin de prédiction de phénotypes. Je vais vous montrer les résultats qu'on a obtenus récemment sur l'étude de la prédiction de phénotypes en utilisant des approches à la fois d'intelligence artificielle et aussi de mathématiques un petit peu avancées et d'informatique. Donc ça, c'est le menu. Donc moi, j'aime beaucoup commencer mes présentations. Donc ceux qui en ont déjà vu, je m'excuse, hein, mais c'est une de mes vidéos préférées. Elle illustre la croissance d'une plante. Ici, Arabidopsis thaliana, donc c'est la plante modèle. Dans son écotype, dans son écosystème naturel, une boîte de pétri. C'est sans doute plus d'Arabidopsis qui poussent dans les boîtes de pétri aujourd'hui que dans la nature. C'est une vanne, hein, peut-être pas. Et donc en fait, vous voyez que la plante a été séparée en 2 parties, en particulier son système racinaire, et on a fourni de la nourriture sous la forme d'azote, et en particulier de nitrate, du côté droit. Et vous voyez que la plante a une capacité d'adaptation phénoménale. Elle a la capacité non seulement à se développer préférentiellement dans ce côté, et quand vous faites les bons contrôles, c'est-à-dire que vous mettez de l'azote des 2 côtés ou vous en supprimez des 2 côtés, vous pouvez aussi constater qu'elle réprime sa croissance du côté où il n'y a pas d'azote. Donc la plante a une capacité d'adaptation très importante, et en particulier dans le contrôle de son développement, mais on sait aussi qu'elle est capable de contrôler ses capacités d'absorption du nitrate de la même manière, c'est-à-dire elle absorbe beaucoup plus du côté où il y a de l'azote comparé à l'autre côté. Donc moi, mon laboratoire, il s'intéresse à ces phénomènes d'adaptation de la plante, et en particulier, ce phénomène-là, c'est la nutrition azotée des plantes via ces capacités d'adaptation du développement et aussi du transport. Et donc mon laboratoire académique, il cherche des gènes qui sont impliqués là-dedans, et ces gènes ont pour but d'améliorer la nutrition des plantes. Et je ne vous montrerai pas aujourd'hui, parce que ce n'est pas l'objet de la présentation, mais on a trouvé un certain nombre de gènes, en particulier des facteurs de transcription, qui peuvent améliorer la nutrition des plantes. Donc très rapidement, à gauche, mon labo académique développe des approches de biologie moléculaire, physiologie moléculaire pour comprendre le développement des plantes. Et à droite, on a une équipe de geeks, donc des informaticiens. Bien souvent, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans le laboratoire d'à côté. Et ils sont là pour développer des algorithmes. Et certains de ces geeks-là, ensuite, ont permis la fondation de la société dont je vous ai parlé, donc qui s'appelle Bionomics. Donc à chaque fois que vous verrez le petit logo système ou CNRS, c'est du travail académique. À chaque fois que vous verrez le petit logo Bionomics, c'est du travail de la start-up. Donc je voudrais commencer avec une petite information, et c'était très clair dans le topo d'Hervé Monod ce matin. C'est qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est le hype depuis la sortie de ChatGPT, hein, disons franchement. C'est ça qui a fait que le grand public s'est rendu compte que ça existait. Mais en fait, l'idée du deep learning et les fondements mathématiques du deep learning, ils sont nés dans les années 50. Vous pouvez me corriger s'il y a des matheux dans la salle. Et il y a des éléments très importants en particulier qui ont fait que le deep learning a fonctionné, en particulier des algorithmes de backpropagation que Hervé a évoqué ce matin, qui sont nés dans les années 70. Donc vous voyez qu'entre le moment où on a eu l'idée et le moment où c'est dans nos téléphones portables et donc c'est déployé même dans des programmes de breeding, bon, il a fallu un petit peu de temps. Donc il y a du hype. On a l'impression que c'est sorti hier, mais en réalité, il y a un travail phénoménal qui a été fait jusqu'à présent avant que ça atteigne l'oreille du grand public. Donc évidemment, on arrive à faire des choses vraiment sympas, hein, en dehors de faire du breeding, ce genre de choses-là, par exemple avec ChatGPT. C'est des modèles de transfert de style, on pourrait dire, d'un point de vue mathématique. On espère que le modèle n'est pas si bon que ça. On peut faire un autre type de modèle, vous voyez. Bon, je pense que c'est plutôt... C'est pas si fidèle, hein, je ne ressemblais pas à ça du tout petit. Et évidemment, on est capable de faire des choses beaucoup plus avancées.
Bon, en dehors des vannes liées à ChatGPT et à toutes les choses un peu bêtes qu'on peut faire avec, ça c'est une vidéo que je passe aux étudiants de M2 pour leur montrer que malgré le hype, c'est des choses qui ont commencé à émerger dans les années. Ça c'est les années 80. La personne que vous avez vue à droite, c'est Yann LeCun. C'est un des 3 pères fondateurs de l'intelligence artificielle, a reçu le prix Turing en 2018. Et ça c'est dans le Bell's Lab, un peu là où toutes les technologies modernes s'est inventées. Et c'était un des premiers algorithmes de deep learning qui permettait de faire de la reconnaissance de chiffres. Et ça a été déployé ensuite pour lire les chèques et les codes postaux. Il faut savoir que l'IA qui est derrière, le deep learning, c'est à peu près le même type de modèle qui conduisent les voitures. Vous avez vu la segmentation sur la conduite automatique des voitures, mais aussi ce genre de modèle que je présentais il y a 10 ans aux étudiants en disant « Regardez, c'est révolutionnaire, vous voyez, vous avez une sorte de gomme. » Et ensuite, la machine invente à droite l'absence de cet objet en inventant la texture, en inventant tout simplement la machine a une sorte de modèle du monde de ce qui manque à l'endroit où vous effacez. Donc ça paraissait révolutionnaire il y a 10 ans quand je faisais ça. Donc cette vidéo elle est déjà datée, vous voyez bien, puisque vous avez ça dans des Google Phones dans votre téléphone maintenant. De la même manière, sur un visage, elle est capable d'enlever un visage. Elle est capable de générer beaucoup d'images. Vous avez vu l'image générative que je vous ai montrée avant de nous vieux ou de nous jeunes, c'est de la génération d'images. Bon, la vraie question, c'est comment on utilise ça pour faire de la biologie, quoi. Donc c'est ce genre d'exemple que je voulais vous montrer. Alors on est loin de la biologie des végétaux, je m'excuse, mais c'est un des premiers projets qu'on a fait, qui a bien marché, donc on était assez contents. Il y a un aspect environnemental important aussi. C'est lié à l'agriculture, un petit peu de loin, puisque les éoliennes elles sont souvent implantées dans les mondes agricoles. Mais il y a tout un aspect de protection de la faune sauvage, en particulier volante autour des éoliennes. Et vous voyez là, on a été approché par une boîte qui s'appelle BiodivWind pour essayer de faire de la classification d'oiseaux autour des éoliennes. Parce que si c'est un pigeon, vous avez le droit de continuer à tourner. Mais si c'est quelque chose qui est un peu important, genre un vautour où il y en a 3 en France, il vaut mieux s'arrêter. Donc c'était un des projets qu'on a fait, qu'on a déployé. Donc là maintenant on va parler de biologie végétale, puisqu'on est quand même là pour ça. Donc là c'est des Arabidopsis, les petites plantes modèles, à stade de développement 2-3 jours. Elles ont été teintées pour leur teneur en fer. Donc plus c'est marron et plus il y a du fer. Et il y a une vraie diversité en teneur en fer des plantes. Vous voyez ici, c'est des écotypes naturels d'Arabidopsis. Donc la façon dont la plante gère le fer aussi est vraiment différente. Et il y a des gens qui font de la génétique là-dessus. Le problème de ça, c'est que pour faire de la génétique, il faut screener des milliers et des milliers de plantes. Évidemment, ça se fait à la main et ça prend des heures. Donc en fait, on a été approché pour déployer... On a été approché pour déployer des IA simples de computer vision pour déjà détourer les plantules dans les images et ensuite faire de la classification. Vous voyez, donc la machine est capable de vous dire que la classification en haut à gauche, c'est des plantes du type 1B et à droite, c'est des plantes du type 3. Et ça vous permet de faire des comptages et en particulier de la génétique dont on parlera après. Ce qui est vraiment cool, c'est là où un ingénieur de recherche ou d'études passait 3 semaines à faire l'analyse. Maintenant, la machine, en quelques minutes, c'est fait. Et ça ouvre des perspectives vachement importantes. C'est-à-dire que quand vous pouvez scaler, vous pouvez aussi poser des questions un peu plus importantes d'un point de vue de la biologie. Ce ne sont pas des racines de plantes, ce sont des neurones. Et on a aussi travaillé sur la segmentation des neurones dans le cerveau, en particulier des cerveaux de souris, en particulier en collaboration avec des gens à Bordeaux. Donc c'est pour vous montrer aussi la diversité des algos qu'on déploie. Encore un projet qui est en cours de démarrage. Donc on travaille avec l'Université de Perpignan et le CEF à Montpellier pour faire du suivi de phénologie des arbres dans la nature. Donc le développement des plantes au cours du temps, leur réponse à l'environnement et au changement climatique. Et vous voyez, nous, en particulier à la société, on entraîne les machines à essayer de détourer les arbres à différentes périodes de l'année, de manière ensuite à suivre leur débourrement et voir si le changement climatique, leur position dans l'espace, la réponse à l'environnement est modifiée. Et en parallèle, des gens du projet séquencent ces arbres pour avoir leur génotype et pour savoir quels sont les arbres qui sont susceptibles d'être les mieux adaptés pour la gestion des forêts de demain. Donc nous, on débloque la brique
de la reconnaissance des houppiers, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout, mais c'était pour avoir une vision un peu globale de l'utilisation de l'IA en génomique. Donc, pour s'il y a des génomiciens dans la salle, il y a des résultats vraiment incroyables. Ce papier en particulier qui est sorti il y a déjà un moment. On est capable de prédire l'expression des gènes. Vous savez que les gènes, ça s'allume et ça s'éteint. En face des gènes, il y a des sortes de variateurs électriques. Et ça permet d'avoir le nez au milieu de la figure et pas ailleurs, parce que les gènes du nez sont allumés au milieu de la figure en temps et en heure quand il a été fabriqué. Donc en gros, ces systèmes d'apprentissage, d'allumage et d'extinction, c'est ce que vous voyez en bas sur le schéma en bleu. On est capable de savoir si un gène va s'allumer ou s'éteindre en regardant juste la séquence génomique, c'est-à-dire l'ADN lui-même. Des grosses portions, et on est capable d'entraîner des IA, du deep learning, de manière à prédire l'allumage et l'extinction des gènes. Donc ça, c'est pas des travaux qu'on a fait, mais c'est des choses qui vous donnent une idée de la diversité des questions qui peuvent être adressées avec l'IA. Et en particulier le deep learning. Bon, là, on va arriver à un aspect vraiment, à mon avis, très important de la biotech, de ces 30 dernières années. Donc vous êtes sans doute au courant de l'avènement de AlphaFold, qui est cet outil de Google, qui a résolu un problème un peu mystérieux depuis des années. C'est comment est-ce qu'on passe d'une séquence primaire de protéines, donc à gauche. Donc les protéines sont des enchaînements d'acides aminés, d'une vingtaine d'acides aminés, qui, en fonction de leurs caractéristiques chimiques et leur interaction entre eux et avec le solvant, vont faire en sorte que cette longue chaîne va se rebobiner sur elle-même. Vous pouvez imaginer ça comme un élastique qu'on lâcherait. Et en fonction des interactions qu'il a entre lui-même et avec le solvant, va trouver une forme donnée. Et cette forme-là, bien souvent, elle porte la fonction de la protéine, donc c'est vachement important de comprendre ça. Et jusqu'à présent, on n'avait aucune idée de comment est-ce que la nature était capable de faire ça. En particulier, il y avait tout un aspect de paradoxe en biochimie que je n'aurai pas le temps d'évoquer ici. Et donc, Google a réussi à résoudre un problème qui était vieux de moins une trentaine d'années. En utilisant des algos de deep learning, ils ont réussi à prédire la séquence tridimensionnelle à partir de la séquence primaire. Quand ce papier est sorti, donc il s'avère qu'ils ont eu le prix Nobel l'année dernière pour ça. Quand ce papier est sorti, avec l'équipe de geeks là, que je vous ai présenté tout à l'heure, on s'est dit que ça serait vraiment intéressant, vraiment pour le fun, hein, on a fait ça pour s'amuser. Et ce serait vraiment intéressant de faire le chemin inverse, c'est-à-dire on part de la structure tridimensionnelle d'une protéine, en gros on va lui masquer le type d'acide aminé que c'est, et après on va dire à la machine, ok, si je te masque cet acide aminé, sachant le voisinage de cet acide aminé, est-ce que tu es capable de prédire lequel ça pourrait être, sachant la structure tridimensionnelle. Et donc de proche en proche, vous voyez que vous pouvez quasiment redessiner une protéine à partir d'une structure 3D, vous pouvez prédire sa séquence primaire. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, et on a réussi. Notre algo s'appelle Petribert. Sachez qu'on n'est pas les seuls à faire ça. Et ce qui est cool avec ça, c'est que si vous partiez d'une protéine originale, ici c'est la GFP, j'imagine que vous connaissez tous la GFP, c'est cette protéine de méduse qui est fluorescente, qu'on utilise énormément en biotechnologie. Si on part de cette structure en haut à gauche, qu'on utilise AlphaFold, on a aussi sa structure tridimensionnelle qui a été cristallographiée. Elle ressemble à un petit tonneau, là, c'est ce que vous voyez à droite. Si on utilise Petribert, la machine est capable d'inventer des nouvelles protéines qui sont susceptibles de se folder comme ça, d'avoir cette structure. Mais quand vous les comparez toutes les deux, en fait, elles ont vraiment une identité, une similarité qui est vraiment distante. Et donc c'est intéressant parce que avec la même forme, vous pouvez avoir deux séquences primaires différentes. Donc on a fait ça et on l'a fait pour la GFP. On a designé un certain nombre de GFP entre guillemets synthétiques qui ont été inventés par l'IA. Et la question qui se pose, la GFP elle est fluorescente, elle est verte fluorescente comme son nom l'indique. On s'est posé la question, mais finalement ces protéines qui n'ont jamais existé sur Terre, qui ont été inventées par l'IA, est-ce qu'elles sont capables d'être fabriquées par une cellule et éventuellement d'être vertes? Donc ça c'est pour vous montrer que des 15 protéines qu'on a essayées, il y en a au moins 13 qui s'expriment dans les protéines, ce qui n'était pas gagné d'emblée. Et le gros souci, c'est que la boîte en haut à gauche, elle exprime la protéine de contrôle. D'accord ? Pour voir si toute la procédure marchait. Il s'avère que donc, parmi les 15, je ne vous fais pas le détail, ça n'a pas marché du tout. On s'est cassé les dents complètement. Quand j'ai présenté ces résultats-là à un collègue qui est le CEO d'Hybrigenix, peut-être vous travaillez avec eux, c'est une boîte à Évry qui fait de l'interaction protéine-protéine, donc quelqu'un qui est vraiment fort en biochimie, il m'a dit « Gab, t'as fait une bêtise ?» Il a dit « connerie ». En fait, t'as choisi la GFP, mais c'était perdu d'avance. On sait que la GFP, quand vous la changez, vous faites une mutation, elle change éventuellement de couleur, vous en faites deux.
ça arrête de fluorescer. Donc, qu'est-ce que tu pouvais t'attendre quand tu changes 90% de la prod? J'ai dit, bah oui, ok, d'accord, merci. Mais j'ai dit, mais j'aurais dû faire quoi? Il me dit, la luciférase. La luciférase, c'est une protéine dans les lucioles qui fait de la lumière. Et il m'a dit, la luciférase, elle a évolué dans la biologie à plusieurs moments. Et quand vous comparez les luciférases entre elles, elles sont vraiment distantes. Et pourtant, elles font toutes de la lumière. Donc ça veut dire que, d'une certaine manière, la relation entre la structure et la fonction, elle est moins stricte. Et donc, tu aurais dû faire luciférase. Je dis, il n'y a pas de mal. C'était le vendredi. Je dis, je rentre lundi, j'en parle à mes geeks, ils me font des luciférases, on va tester ça dans la foulée. Littéralement, c'est comme ça que ça s'est passé. Vendredi, je rentre. J'arrive lundi au labo, le papier sort. Voilà. Ils ont réussi à le faire, luciférase, et même ils ont des luciférases fonctionnelles. Donc nous, on s'est cassé les dents sur la GFP. Bon, il y avait deux bons aspects. C'est que le premier, on s'est fait scooper. C'est pas le meilleur des aspects, mais ça montre qu'on est capable de le faire. Le deuxième aussi, c'est qu'on n'a pas eu à investir des milliers d'euros pour essayer de faire un truc qui était déjà fait. Donc on en a gagné de l'argent. Donc sachez que la luciférase, ça a été fait. La GFP, maintenant, il y a des gens qui ont réussi à le faire marcher, sauf qu'au lieu d'essayer 15, ils ont essayé plus d'une dizaine de milliers, ils ont fait de l'évolution dirigée in vivo, donc il y a eu du travail quand même pour que ça marche. Et maintenant, il y a une boîte privée qui prétend qu'ils ont réussi à reverse engineer avec une IA la Cas9. Et là, je vous laisse imaginer aussi s'il y a des gens qui ont de l'IP dans la salle, de la propriété intellectuelle. Vous voyez bien que ce qu'on brevette, c'est la séquence primaire. Là, tous les brevets où on parle que de séquences primaires, ils éclatent en plein vol. Donc là, il y a même un travail de juridique qui est mis en place aux États-Unis en particulier pour essayer de rediscuter de qu'est-ce que c'est qu'un brevet qui protège une activité, une protéine. Bon, on a hit de boulettes, comme diraient les Américains, et on a continué à avancer. Donc ça, c'est une slide que j'aime bien utiliser pour montrer le rôle d'un certain nombre de molécules. Donc, c'est une question, à votre avis, qu'est-ce qui met ces trois organismes biologiques qui font assez peur tous les trois en commun? Je vous le fais vite parce que c'est le rôle des peptides, en fait. Tout ce qui vous tue dans ces bestioles-là, c'est des peptides. À gauche, dans l'alpha-amylitine, c'est un peptide circulaire. Et les neurotoxines d'insectes et de serpents, bien souvent, ce sont des peptides, donc des petites protéines. Au contact d'une personne à Toulouse aussi, donc ça c'est juste pour vous dire que ce qu'on observe vraiment, c'est que quand un organisme essaie de hacker un autre organisme, souvent ça utilise les peptides. C'est quelque chose qu'on peut essayer d'utiliser nous pour l'agriculture, pour la biotech et pour la médecine. Au contact de cette personne, Jean-Philippe Comier, qui est un chercheur du CNRS de Toulouse, qui lui-même a travaillé sur les peptides depuis plus de 20 ans. Il a réussi à développer un certain nombre de peptides qui sont déjà utilisés en agriculture via une société qui s'appelle Micropep. Et vous voyez, en utilisant un certain nombre de peptides qui contrôlent des gènes de la floraison, on est capable de contrôler des phénotypes assez intéressants ici. On peut imaginer que pour des maraîchers, ça peut être extrêmement utile d'augmenter la floraison des plantes. Ça, c'est un autre exemple. Juste sachez que la pollinisation de la plupart des plantes, elle est faite grâce à un peptide, c'est-à-dire la façon dont le pollen trouve son ovule, c'est parce que l'ovule fabrique un peptide et que le gradient de ce peptide-là permet de diriger le pollen. Et donc à chaque fois que vous voyez un flash vert en haut à droite, le pollen, vous allez voir, se tourne vers ce flash vert, c'est qu'il y a un petit peu de peptide qui a été déposé. Donc on voit aussi qu'il y a des éléments essentiels, même de la nutrition humaine, puisque je vous rappelle qu'on mange énormément de graines et que la production des graines, elle passe par ce phénomène et elle est dirigée par un peptide. Bon, je vous l'ai bien vendu, les peptides, là, j'imagine, non ? Donc pour revenir à ça, sachez que du coup, on avait notre modèle de reverse folding, où on est capable de fabriquer des protéines avec une forme donnée. Sachez que du coup, AlphaFold ou notre modèle d'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'ils ont appris? Ils ont appris de comment est-ce que des peptides interagissent avec le solvant et interagissent entre eux. Donc d'une certaine manière, ils ont appris les interactions biophysiques du système. Un truc qui nous dépasse complètement, nous, quand on regarde une protéine, comment elle se fold. Donc un des éléments, une des hypothèses, c'est de dire finalement, c'est aussi ces mêmes règles qui font que deux protéines interagissent l'une avec l'autre. Et donc, ce qui serait super intéressant, c'est de designer des peptides en utilisant cette connaissance, designer des peptides qui sont capables d'attaquer une protéine donnée, faire d'une sorte de drug design. Et c'est ce qu'on a fait.
Donc ça, c'est un projet qui a démarré un peu moins d'1 an. Donc on a créé un pipeline d'IA générative qui permet de fabriquer des peptides qui vont se fixer à une protéine donnée, votre protéine de choix. Donc en haut à gauche, vous avez la protéine. Vous pouvez choisir les endroits où votre peptide va se fixer, donc les résidus, les acides aminés de la cible. Ensuite, vous avez un premier étage de la fusée où vous allez designer le peptide en violet sous la forme d'un polyglycine, c'est-à-dire juste la forme. Et ensuite, la deuxième partie, la partie B, l'algo, et en particulier notre algo Petribert, mais il y a d'autres algos, va choisir les chaînes latérales de manière à ce qu'il y ait un fit entre la cible et le peptide, de manière à ce qu'il y ait une relation entre les deux la plus forte possible. Et après, on a tout un système de filtrage, parce qu'on fait ça des dizaines de milliers de fois. On utilise le supercalculateur du CNRS qui s'appelle Jean-Zé. On fait ça des dizaines de milliers de fois et on essaie de trouver des peptides qui ont des activités régulatrices et biologiques. Ça, c'est par exemple l'étape 1. C'est des itérations de l'IA qui choisit la forme des peptides. Vous voyez, il y a 4 peptides ou 3 peptides de couleurs différentes qui vont venir s'aligner sur l'endroit où on a décidé de mettre le peptide. La suite après, c'est de choisir les chaînes latérales. Donc maintenant, on fait ça assez en routine. On est capable, on travaille sur des plantes des protéines d'Arabidopsis, par exemple à gauche. Vous avez là en vert la cible, en violet le peptide qui a été généré par l'IA, et en rouge les résidus qu'on essaye d'attaquer. Vous voyez que les peptides viennent se placer à peu près où on veut. À droite, un récepteur humain sur lequel on a eu l'occasion de collaborer. Vous avez en rouge les résidus qui sont connus pour fixer la cible. Et l'IA, notre peptide IA généré. C'est intéressant parce que la gréline, c'est quelque chose qui a un rapport avec l'obésité et la faim des humains. Donc il y a des intérêts industriels derrière ça. Donc comme j'apprends de mes erreurs, on a commencé par essayer d'attaquer la luciférase cette fois-ci. Pour une bonne raison, c'est qu'elle s'achète sur Internet. En 2.2, on a ce qu'il faut, on a tout le moyen de standardiser l'analyse. Et on a designé un peptide que vous voyez en rose au milieu de la structure là-bas. Et quand on fournit ce peptide, on a une baisse significative, ici, une baisse significative de l'activité de la luciférase lorsqu'on fournit le peptide directement. Lorsqu'on fournit le peptide aussi sur des plantes qui expriment la luciférase, on a une baisse d'activité. Et récemment, on a eu des résultats d'ITC, donc je ne rentrerai pas dans les détails. L'ITC, c'est pour mesurer l'interaction physique entre deux éléments moléculaires, en particulier protéine-protéine. Et quand on met le peptide, on voit qu'il y a une interaction spécifique qui n'est pas très très forte, de l'ordre du micromolaire. Par contre, si on utilise un peptide contrôle qui est exactement le même peptide sur lequel on a mélangé la séquence, ben dans ces cas-là, il n'y a plus aucune interaction, ce qui prouve bien une spécificité de l'interaction. Ça sera bon. Du coup, on s'est intéressé à une question un peu politique, c'est le rôle du glyphosate. Pas spécialement parce qu'on pense que c'est une molécule très très grave, mais juste parce que ça a sans doute un écho... et que c'est un symbole quoi qu'il arrive. Et pour une bonne raison aussi, c'est que le glyphosate, le readout biologique, c'est on met la molécule, la plante meurt, c'est assez facile de faire du screen biologique. Donc vous voyez en bas à gauche, là, la plante au bout de 20 jours, elle est morte. Et ce qui est cool aussi avec le glyphosate, c'est que ça fait 20 ans qu'on travaille dessus, donc on sait exactement la cible moléculaire. Donc la cible moléculaire, c'est le PSPS. C'est une protéine qui fabrique des acides aminés essentiels pour la plante. Et ce qui est intéressant, c'est en haut, ici, cette molécule-là, c'est le glyphosate, et on sait exactement avec quel acide aminé dans la protéine elle interagit. Donc on a visé exactement ces acides aminés avec notre système de fabrication de peptides. Et là, vous pouvez voir ici le peptide qui marche le mieux dans nos mains. Il est en vert, en interaction avec la protéine qu'on vise. Donc ce qu'on a fait après, évidemment, c'est qu'on a synthétisé ce peptide et on l'a donné aux plantes. Donc ici, on l'a donné à des plantes de tabac. Donc au temps zéro, vous voyez, on injecte le peptide parce qu'on a des problèmes de pénétration des peptides. On pourra en parler si ça vous intéresse. Donc à gauche, vous avez le peptide 4 et à droite, le peptide contrôle qu'on appelle peptide mélangé. Ça, c'est au jour 0. Et au jour 5, vous voyez, la plante de gauche a arrêté sa croissance alors que la plante de droite continue sa croissance. On voit un peu les points d'injection, mais elle n'a pas souffert. Alors qu'à gauche, il y a un arrêt de la croissance et un certain nombre de nécroses. Et il y a même un effet un peu systémique qu'on voit de temps en temps de l'effet du peptide à longue distance.
Donc on est à peu près content. On pense qu'on est capable maintenant de déployer des nouvelles molécules régulatrices. Encore un exemple qui est tout nouveau. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais les plantes se développent grâce à des hormones végétales, en particulier l'auxine. Et la signalisation auxinique, elle passe par ces protéines qu'on appelle des oxyA, et en particulier par leur capacité à se mettre les unes avec les autres. Donc vous voyez le petit train de protéines qu'on voit là. Quand ce petit train-là marche, il n'y a pas de réponse à l'auxine. Quand vous supprimez l'interaction entre ces protéines, il y a une réponse à l'auxine. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a designé un peptide qui vient se mettre dans le petit train de manière à supprimer la réponse, l'interaction, et donc déclencher la réponse auxinique. Et pour ceux qui ont fait un peu de biologie végétale, à gauche, c'est le contrôle, et à droite, c'est un des peptides qui marche vraiment bien, et ça ressemble vraiment à des plantes auxquelles on a mis de l'auxine, en particulier un gros défaut de croissance des racines, un gros défaut de gravitropisme des racines, etc. Un autre exemple important pour ceux qui font de la pathologie végétale, un des éléments du système immunitaire des plantes, il passe par ce récepteur membranaire. Donc à la membrane des cellules végétales, il y a un récepteur qui perçoit les pathogènes, en particulier via des petits bouts de la flagelline de certaines bactéries. Et donc ce récepteur, c'est ce que vous voyez en violet. La flagelline, c'est ce que vous voyez en vert en plein. Et c'est un co-récepteur, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais quand la flagelline arrive, elle colle deux protéines entre elles, qui est la protéine rose et la protéine violette. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a designé des peptides au milieu pour essayer de perturber l'interaction du peptide flagelline, FLAG22, avec le récepteur qu'on appelle FLS2. Et juste pour vous montrer qu'on a designé un certain nombre de peptides, et on mesure la réponse immunitaire des plantes, sous la façon de mesurer la production de ROS, d'espèces réactives d'oxygène, d'eau oxygénée. Vous voyez, en orange, c'est le peptide bactérien. On a une belle activation, et nos peptides n'ont aucun effet en eux-mêmes. Donc ça, c'était un peu dommageable. Par contre, lorsqu'on traite à la fois les plantes avec la flagelline et nos peptides, on voit un gros différentiel. Par exemple, en orange, c'est toujours le peptide référence. Par contre, toutes les autres lignes, c'est le peptide référence auquel on a rajouté les peptides qui empêchent l'interaction. Et vous voyez qu'on a un décalage de la réponse immunitaire vers la droite, ou même certains peptides ont tendance à booster la réponse immunitaire. C'est la ligne violet-grise que vous voyez au début. Donc vous voyez que ça a des applications assez importantes dans tous les sens. Ça, c'est un autre exemple avec des barres d'erreur pour vous montrer qu'il y a même un effet dose-réponse de l'effet des peptides sur la réponse immunitaire des plantes. Donc j'ai été beaucoup trop long. Est-ce que je peux prendre 2 minutes pour faire quasiment de la pub au final, puisque je n'aurai pas le temps de le faire autrement? Oui. Donc on a parlé de prédiction phénotype. Et ce qui est bien, c'est que ça a été vraiment bien introduit jusqu'à présent dans les talks d'avant. Donc on a travaillé là-dessus énormément depuis presque une dizaine d'années, en essayant de répondre à une question centrale qui était la réponse de l'interaction épistatique. Donc en génétique, ce qu'on essaie de faire, et ce que vous avez vu précédemment, c'est de prédire les phénotypes des plantes à partir des génotypes des plantes, en particulier des variants que vous trouvez dans le génome, grâce à la séquence de plusieurs individus. Et en bas à gauche, vous voyez des signaux, des études qu'on appelle GWAS, où on corrèle des variants, donc chaque point est un variant, à un phénotype donné. Plus le point est haut, et plus la corrélation est forte. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. Ça a permis de mettre le doigt sur pas mal de gènes impliqués dans un certain nombre de phénomènes, chez les plantes, mais aussi chez les humains, etc. Un des éléments importants, c'est que quand vous prenez le top des signaux de corrélation des variants avec les phénotypes, et que vous essayez d'expliquer la variance, vous y arrivez quasiment pas. Ça marche très très mal, en particulier pour des phénotypes assez complexes. Vous vous retrouvez à expliquer 30-40% de la variance si vous êtes très chanceux. Et un élément qui permet d'expliquer ça, parmi tant d'autres, c'est de dire que c'est peut-être pas un variant qui explique le phénotype, mais c'est la combinatoire des variants qui peuvent expliquer le phénotype. Le problème de ça, c'est que quand vous faites ça sur des jeux de données qui sont démoniaques, de l'ordre de millions de variants, si vous voulez étudier toutes les combinaisons des millions, c'est le million au carré. Et tout de suite, ça passe dans des dimensions qui avaient du mal à rentrer dans les ordinateurs jusqu'à présent. Donc on s'est posé la question de comment résoudre ça. Et c'est là où ça devient que de la pub. Mais venez me voir après. Donc ça, c'est les interactions. On passera là-dessus. Mais des collègues mathématiciens, grâce à une dizaine, peut-être 8 ans de travail, plus un Covid qui nous a bloqués à la maison, donc on n'a pu faire que ça, des maths. Du coup, on a réussi à résoudre la problématique
en particulier en utilisant des maths assez avancées qu'on appelle du compress sensing, qui permettent d'encapsuler ça dans des analyses des résolutions informatiques qu'on appelle HPC, High Performance Computing. Donc je vous invite à lire ce papier si ça vous intéresse, venir me voir. C'est la fin de la pub. Donc on a réussi à résoudre ce problème-là. Et maintenant on arrive à trouver des interactions entre des gènes. Un petit message, donc je saute tout ça parce que je suis vraiment à la bourre. On utilise l'IA pour prédire les phénotypes, comme ça a été montré avant. Effectivement, le GBLUP, j'ai vu la slide d'avant, la GBLUP peut être meilleure pour le moment, mais plutôt boîte grise, dans le sens où on ne peut pas tracer facilement quelle position génomique contribue à la prédiction dans le GBLUP. Dans nos mains, on sait exactement quels sont les SNP qui ont un effet d'interaction. Et donc, ça permet à la fois de breveter, ça permet aussi d'arriver à faire du precision editing dans le cadre de la biotech. On applique ça sur les humains, on n'aura pas le temps de regarder ça ensemble. Mais on travaille avec un hôpital à Montréal, parce qu'on ne peut pas bosser sur les données génomiques humaines facilement en Europe, c'est une galère. S'il y a des politiques dans la salle. Ça, c'est les gens qui ont contribué au travail. Ça, c'est la façon dont on les trie en fonction de leur tropisme en biologie ou en machine learning. Évidemment, on ne fait pas ça tout seul, on travaille avec des copains. Et en conclusion, j'ai vu qu'il y avait plein de jeunes dans la salle, donc je voulais faire de la pub. On a un financement de thèse à Montpellier, à l'interface entre maths et biologie des protéines. Donc si vous voulez venir dans la plus belle ville du monde, voilà. Merci Gabriel Krug, c'était vraiment très... Ça fait peur à la fois et ça donne aussi des solutions, mais c'est vrai que ça va très vite. Et pour aller vite, on a peut-être le temps à une question, et puis ensuite vous pourrez approcher Gabriel Krug pendant le temps du repas ou après dans l'après-midi, mais voilà. Merci, belle présentation. J'ai une question un peu humoristique, mais elle est liée à une question fondamentale. Pourquoi vous n'êtes pas encore coté en bourse ? Et puis la deuxième question, en biologie végétale, il y a derrière l'immunité acquise, innée, là, il y a l'immunité gène pour gène. Et quand je vois tout le travail que vous faites sur les peptides, je me pose la question si vous n'investiguez pas cette piste-là. Alors, on nous a proposé de collaborer sur un projet comme ça, mais à vrai dire, ce qui nous manque, c'est le temps, les mains et l'argent, quoi. Pourquoi on n'est pas coté en bourse ? Là, on est en train de monter une deuxième société dédiée à cette activité-là. Luc Mathis, qui était là ce matin, fait partie des gens qui vont nous aider à déployer cette société. Donc, peut-être qu'elle sera cotée en bourse un jour, même si je ne pense pas que ce soit un cadeau bien souvent. Et peut-être je peux essayer de répondre à votre question que j'ai adorée ce matin. Quand vous avez dit sachant l'IA maintenant, qu'est-ce que j'apprends ? Je pense que je n'ai pas la réponse sur le commun des mortels. Au quotidien, on va s'adapter, c'est sûr. Hein. Je pense qu'on est en train de vivre une transition assez égalable à l'apparition de l'Internet, tout simplement. Moi, je suis né pré-Internet et je me rappelle la première fois que je suis allé faire une requête sur Google. C'était pas Google, c'était Yahoo. Donc en fait, je pense que la transition, elle ne sera pas si violente que ça intellectuellement, c'est juste un outil supplémentaire. On aura un ami imaginaire dans la poche, ChatGPT, qui va être capable de répondre à toutes nos questions tout de suite. C'est un peu comme d'avoir une capacité analytique incroyable. Donc ça ne vous empêchera pas de comprendre ce qui vous répond. D'accord ? C'est comme si vous interagissiez avec quelqu'un qui a une thèse en tout. Mais ça ne vous empêchera pas d'être au niveau de l'interaction, quel que soit le niveau que vous voulez. Et après, un bon moyen de vous en sortir ici, c'est de comprendre comment ça marche dans le cœur des algos. Et je pense que ceux qui vont tirer leur épingle du jeu, c'est non seulement ceux qui comprennent comment ça marche, mais aussi ceux qui les développent. Merci beaucoup. On va pouvoir faire une pause, mais les présentateurs sont disponibles.